Le Pen qui vient d'arriver sur scène, discours attendu sur l'unité nationale, l'Europe et l'emploi. On écoute la candidate du Front National. Et j'en suis absolument navré pour eux. J'en suis absolument navré pour eux, mais là j'avoue que je ne vois pas où nous pourrions, en l'occurrence, les mettre, même si, grâce à la technologie, on peut maintenant suivre ces discours sur les smartphones. Alors peut-être qu'ils resteront avec nous et j'irai les saluer immédiatement en sortant de ce meeting. Alors, mes chers compatriotes, mes chers amis corses, tous les candidats, ou presque, viennent ici pour vous promettre des lendemains qui chantent. Ça fait d'ailleurs longtemps que ça dure. Pour ma part, si je viens ici, ce n'est pas pour vous porter en échange de quelques voix des promesses qui ne se concrétiseront jamais, ou des engagements que les politiques de droite comme de gauche trahissent à peine élus. Si je suis venu ici, c'est pour parler à l'âme corse et à l'âme française. C'est pour parler de ce que vous êtes, de ce que nous sommes et de ce que nous serons demain. Au fond de chaque Corse, je le sais, il y a le destin d'une île que les invasions n'ont pas épargné. Il y a le souvenir des rapts, des pillages, de l'exploitation éhontée, de l'isolement et du mépris qui, trop longtemps, ont été pratiqués par les puissances méditerranéennes à l'égard de cette terre. Terre d'identité, d'honneur et de liberté, la Corse sait peut-être plus que tout autre territoire de France ce que cela signifie de ne plus être maître de son destin. C'est par sa participation pleine et entière à la communauté nationale française, une communauté qu'elle enrichit aujourd'hui de son histoire propre et de son vécu spécifique, que la Corse a conquis une liberté nouvelle et réelle, qu'elle est entrée dans l'histoire non plus comme spectateur, mais comme acteur. Ces pages du grand roman national français que les Corses ont contribué à écrire prouvent que les liens qui nous unissent sont forts et indissolubles, car ils prouvent que la Corse n'est pleinement elle-même que quand la France est pleinement elle-même. C'est-à-dire lorsque nous ne cédons pas à la tentation du renoncement, à la petitesse, à la négation de ce que nous sommes, de nos valeurs, de nos coutumes, de notre mode de vie. La participation des Corses aux gloires du Second Empire, puis de la Troisième République, leur implication dans l'administration et la mise en valeur de l'empire colonial français, le sacrifice massif des fils de Corse, dont les noms demeurent à jamais inscrits sur les colonnes de vos monuments aux morts, n'en déplaise à l'ami du président sortant, M. Arnaud Klarsfeld. La force des mots. La force des mots que le serment de Bastia opposa aux tentatives irrédentistes mussoliniennes face au monde de toute notre âme. Sur nos gloires, sur nos tombes, sur nos berceaux, nous jurons de vivre et de mourir français. L'implication de tant et tant de Corses dans la résistance intérieure qui permit à l'île de devenir le premier département de France métropolitaine libéré par lui-même et par l'ardeur combattante de ses fils. L'engagement de nombre d'insulaires dans la France combattante qui permit par la suite la libération de l'ensemble du territoire national. L'engagement de nombre d'insulaires dans la France combattante, et j'ai à cet instant une pensée émue pour notre compagnon de route, Jean-Baptiste Biaggi, ancien maire de Cagnan, qui avait été résistant, torturé par la Gestapo et qui a continué la lutte pour la libération de Paris, de l'Alsace et en Allemagne jusqu'à la capitulation du régime nazi. Il y a dans cette histoire, mes chers amis, dans ce destin partagé, une vérité profonde. Le combat national que nous menons pour retrouver notre souveraineté, notre liberté de peuple, face aux dictatures de l'Europe et des marchés. Le combat pour la défense de notre identité
et pour la protection du peuple français. Ce combat-là, nous ne le menons pas contre l'identité, la langue et les spécificités corses, mais avec elles et même en leur nom. Je crois que, mes amis, depuis des années, on a voulu détourner les Corses comme l'ensemble des Français de l'essentiel. Vous voyez bien que plus que les statuts dérogatoires, plus que les réformes institutionnelles, permanentes d'ailleurs, visant à maintenir quelques potentats locaux, il faut à la Corse de véritables politiques publiques de développement. Il lui faut une moralisation de la vie publique. Il faut qu'elle retrouve dans la France une nation dont elle puisse être fière. Vous êtes tous, comme moi, parce que nous sommes tous, sommes toutes, des petits Français. Sommes tous témoins, de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, et depuis des décennies, de l'effondrement économique, social, politique, identitaire de notre pays. Ceux qui nous ont dirigés depuis 30 ans ont fait un autre choix. Le choix de se soumettre à toutes les dictatures qui passaient. La dictature de l'Europe d'abord. Puisque souvenez-vous tout de même que la Corse a été plus nombreuse encore que l'ensemble des Français à voter contre la Constitution européenne. Elle, si attachée à la liberté, avait vu évidemment dans cette Constitution européenne les ferments de la disparition de notre liberté de peuple. Et malgré cela, l'ensemble de nos dirigeants, de droite comme de gauche, nous l'ont imposé par l'intermédiaire des assemblées qui ne nous ressemblent plus, mes amis. Nous n'avons plus rien à voir avec eux. Ils ne représentent plus le peuple français, parce que depuis longtemps, la réalité, c'est qu'il n'y a plus de démocratie en France. L'illusion de la démocratie. Une majorité de Français aujourd'hui ne sont pas représentés, ne serait-ce qu'à l'Assemblée nationale. D'abord, il y a tous les Français qui votent plus. Ils votent plus, justement, parce qu'ils sentent que leur voix ne vaut pas celle des autres. Ils sentent qu'ils ne seront ni entendus, ni écoutés, qu'ils n'auront pas de représentants. Alors, la politique, pour eux, est devenue quelque chose d'absurde. Et puis, il y a nous. Nous, les millions de Français qui, depuis 1988, n'avons pas eu le droit d'avoir un seul représentant à l'Assemblée nationale. Depuis 1988, 25 ans exclus de la démocratie dans notre pays. Mais mes chers amis, ce temps-là est révolu. Et je viens vous porter la bonne nouvelle. Il en est fini de cette oligarchie qui, sous les ordres de leurs maîtres, vous savez, ces technocrates européens dont on ne connaît ni les noms, ni les visages, et pour cause, nous n'avons jamais voté pour eux. Il en est fini de ceux-là qui ont mis de côté le peuple français, qui l'ont éloigné du pouvoir pour se l'accaparer. Nous ne sommes plus en démocratie, nous sommes en oligarchie. Un tout petit nombre de gens qui ont décrété qu'ils étaient des élites légitimes, eh bien, ont pris partout et en toutes circonstances le pouvoir. Et tout acte de cette oligarchie vise à conserver le pouvoir. Alors vous comprendrez mieux pourquoi nous sommes si maltraités depuis de si nombreuses années. Mais comment osez-vous, vous, vouloir leur arracher ce pouvoir pour le rendre au peuple français? Mais c'est très exactement ce que nous allons faire. Et pas plus tard qu'aux présidentielles, et pas plus tard qu'aux législatives.
Et mes chers amis, partout, dans toutes les élections, le peuple français va reprendre le pouvoir. Présidentielle, législative, élections locales, élections régionales. Parce que c'est, je crois, le seul moyen pour que la France demain puisse encore être la France. Mais que sommes-nous devenus? Qu'ont-ils fait donc de nous? Qu'ont-ils fait de ce continent européen, le plus riche du monde, et qui, en l'espace de 40 ans, est aujourd'hui dans une situation pire que les pays en voie de développement? Nous sommes en pleine régression économique, nous sommes en pleine régression sociale, nous sommes en pleine régression des libertés individuelles. Demain, nous allons être obligés, à cause des traités qu'ils ont fait voter une nouvelle fois dans notre dos, ou signer une nouvelle fois dans notre dos, d'aller quoi? Soumettre nos budgets à Bruxelles? Bonjour, monsieur Bruxelles, est-ce que vous pourriez me dire si j'ai une bonne note? Et si jamais on a une mauvaise note? Et si nous avons une mauvaise note, on va nous sanctionner. Des sanctions automatiques. Et Nicolas Sarkozy a signé ça. Et au Parlement, ils ont voté le mécanisme européen de stabilité, qui est en réalité le mécanisme européen d'austérité. Ils ont voté cela. Et les socialistes se sont abstenus. Courage, fuyons. Surtout ne prenons aucune responsabilité. Ni pour, ni contre, bien au contraire. Moyennant quoi, ils ont laissé voter ce texte. Et si on leur disait que nous ne sommes pas un peuple de mineurs, que nous sommes majeurs, et qu'à ce titre, nous avons le droit de décider le montant de nos impôts, décider le droit de la manière dont nous allons les dépenser. Nous n'avons pas besoin de tuteurs. Nous sommes libres, nous sommes raisonnables et nous n'avons pas de leçons à recevoir de l'Union européenne. Et cette élection présidentielle va aussi permettre de remettre les pendules à l'heure. Toutes les transmissions de souveraineté qui ont été faites, vous savez, c'est le système du voleur chinois. C'est-à-dire qu'on déplace progressivement, puis au fur et à mesure, on le perd de vue et on ne s'est même pas rendu compte qu'on nous avait dépouillés. Eh bien, on nous a dépouillés de notre liberté de peuple, on nous a dépouillés de notre souveraineté. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons décider, mes amis? Nous n'avons plus notre souveraineté territoriale. Nous ne pouvons pas décider qui entre et qui se maintient sur notre territoire. N'importe quel pays de l'Union européenne peut accorder des visas, des droits à des étrangers. Nous sommes de fait obligés de les accueillir. Mais je vous signale qu'entre l'Espagne et l'Italie, il y a quelques années, c'est 1,5 million d'étrangers qui ont été régularisés. Et ce 1,5 million, il peut venir s'installer en France aujourd'hui à cause de l'Union européenne, à cause des règles qui nous sont imposées, totalement, librement, et nous n'aurons rien à dire. Il n'y a qu'un malheur. C'est que, mes chers amis, nous sommes le pays le plus attractif. Et pour cause. Puisque dans leur folie, nos dirigeants ont considéré que notre système de protection sociale, loin d'être réservé à nos compatriotes, devait être dispatché à égalité avec toutes les personnes qui prenaient la peine de venir simplement sur notre territoire. Eh bien, les choses sont très claires. Quand je suis allé à Lampedusa il y a quelques mois, où j'ai vu tous ces jeunes hommes de 20 à 30 ans, donc une immigration économique, eh bien, tous, à 90%, voulaient venir où? En France. Mais évidemment, mais c'est une évidence. Si nous ne sommes plus souverains, si nous n'avons plus le droit de décider, et si d'autres décident à notre place, mais cette situation ne peut que s'aggraver. Oh, j'entends les promesses de Nicolas Sarkozy. Tout ce que je n'ai pas fait pendant 5 ans, je vais le faire demain.
Et si nous rappelions à Nicolas Sarkozy que nous ne sommes pas des mineurs, nous sommes majeurs, et pour beaucoup d'entre nous vaccinés, de lui notamment, que nous sommes des adultes, qu'on ne peut pas nous mener avec des promesses, surtout pas les mêmes qui ont été faites il y a 5 ans. Alors l'Union européenne serait censée donc s'occuper de maîtriser l'immigration, nous a expliqué le président de la République. Mais il n'y a qu'un malheur, c'est que la Commission européenne nous a expliqué qu'il fallait accueillir 150 millions d'étrangers dans notre pays d'ici 2000... Non, pardon, pas dans notre pays. Dans l'Union européenne d'ici 2030. Alors nous allons confier à des idéologues dont l'objectif est de faire rentrer 150 millions d'étrangers dans l'Union européenne le soin de protéger nos frontières contre l'immigration. Mais on nage en pleine absurdité et en pleine incohérence. Et c'est la raison pour laquelle n'écoutez jamais ce que les dirigeants politiques de droite et de gauche vous disent ici. Ce qu'il faut, c'est écouter ce qu'ils disent là-bas. Parce que c'est là-bas qu'ils tiennent en réalité le discours de vérité. C'est devant le Parlement européen, c'est à la Commission européenne que l'on connaît précisément quels sont leurs objectifs. Ici, ce qu'ils vous disent, c'est juste pour l'élection. Nous n'avons plus de souveraineté législative. Quel est l'intérêt d'aller élire des députés et même un président de la République, puisque 80% des lois qui sont votées au Parlement, en réalité, ne sont pas votées par les députés. Ce sont la simple transposition des directives européennes. Bah, autant mettre, je sais pas, un ordinateur, une chambre d'enregistrement. Il n'y a pas besoin de 577 personnes pour venir uniquement apposer un sceau sur des directives qui ont été choisies par la Commission européenne. Mitterrand l'avait dit d'ailleurs. Mitterrand l'avait dit. Oh, il n'avait plus rien à perdre, c'était sur la fin. Il pouvait dire la vérité. Il avait dit, de toute façon, je serai le dernier président de la République française. Parce qu'après moi, le président n'aura plus de pouvoir. Et c'est très exactement ce qui s'est passé. Ce qui veut dire que tous ceux qui aujourd'hui s'agitent dans cette campagne présidentielle et se soumettent au fédéralisme européen ne sont pas candidats à l'élection présidentielle. Ils sont candidats au poste de gouverneur. Et encore, parce que les gouverneurs des États américains ont plus de pouvoir que nous n'en avons, nous, en France, aujourd'hui, par rapport au système supranational européen. Nous n'avons plus de souveraineté monétaire. Ah, la grande question de l'euro. Oh, mais moi je sais très bien. Je sais très bien que les propositions que j'ai pu faire dans cette campagne en inquiètent plus d'un. Mais posez-vous la question, est-ce si inquiétant que cela d'envisager de vivre à nouveau avec la liberté d'avoir une monnaie comme nous avons vécu pendant des siècles et des siècles? Est-ce si inquiétant que cela de se dire que nous allons vivre avec notre monnaie nationale comme vivent 95% des pays du monde? Posez-vous la question de savoir si notre situation économique, financière et sociale s'est améliorée dans les 10 dernières années, parce que, arrêtons de se raconter des histoires. Après tout, l'euro, ça ne fait que 10 ans. Ça ne fait que 10 ans. C'est quoi 10 ans? Dans l'histoire de notre pays, c'est quoi 10 ans? C'est rien. C'est une parenthèse. Mais c'est une parenthèse qu'il va falloir refermer, mes amis. Parce que, quoi qu'on en pense, et j'en appelle à votre mémoire, souvenez-vous tout de même ce qu'ils nous avaient raconté pour nous vendre l'euro. Souvenez-vous toutes les promesses qui avaient été faites. L'euro allait nous apporter la fin du chômage. Elle allait nous apporter la croissance. Nous allions enfin pouvoir faire face aux États-Unis, parce que nous serions le continent avec la croissance la plus forte du monde, nous disiez-nous. Hey, 10 ans plus tard, est-ce qu'on a le droit, oui ou non, de faire le bilan? Alors faisons le bilan. La zone euro
est depuis 10 ans la zone qui a la croissance la plus faible du monde. Du monde. L'euro a été la raison principale de l'augmentation spectaculaire des prix, qui a été niée. Nous sommes des vrais gens, nous. Des vrais. Ceux qui vont dans les magasins, ceux qui font les courses. On ne vole pas dans les hautes sphères. Nous, on a vu que ce qui coûtait 1 franc hier vaut quasiment aujourd'hui 1 euro. Et particulièrement pour ce qui représente la base de la vie, l'essentiel. Et notamment beaucoup de produits de nourriture. Mais ils ont menti, ils nous ont dit pas du tout, jamais, c'est pas vrai. Vous me direz, ils nous ont expliqué qu'ils avaient arrêté l'immigration en 73, alors... effectivement, ils peuvent tout raconter, mais nous ne sommes pas des mineurs, nous sommes des majeurs, nous sommes des adultes, et nous avons une capacité de jugement. On a bien vu qu'avec l'euro, cette monnaie qui nous avait vendue forte, en disant, mais tiens, monnaie forte, et tout de suite, ça fait penser à quelque chose de positif. Il n'y a qu'un malheur, c'est que c'est horriblement négatif. Tout simplement parce qu'une monnaie forte, ça plombe nos exportations. Si, à prix égal, j'aimerais que vous et l'ensemble des Français, d'ailleurs, comprennent ce mécanisme, c'est que vous prenez les mêmes personnes, payées au même salaire, avec les mêmes matières premières, avec exactement les mêmes charges, et ce que nous fabriquons en zone euro vaut 50% plus cher que ce qui est fabriqué exactement de la même manière hors zone euro, et notamment en zone dollar. Alors comment déjà peut-on courir une course alors qu'on vous met au pied un énorme boulet que vous êtes censé traîner? Rien que cela déjà, ça ne pouvait pas marcher. Et comme en plus on a fait entrer dans la zone euro des pays qui avaient des coûts sociaux qui étaient très inférieurs, des salaires très inférieurs à ceux de la France. Nous avons donc été victimes de la double peine. Non seulement nous avons une concurrence déloyale des pays à l'extérieur de la zone euro, mais nous avons même la concurrence déloyale de pays à l'intérieur de la zone euro. Ben écoutez, c'est simple, hein ? C'est simple. Entre 2000 et 2012, notre balance commerciale, c'est-à-dire la différence entre ce qu'on exporte et ce qu'on importe, a un déficit qui sera cette année, je crois, de 75 milliards d'euros. Tous les voyants sont au rouge. Tous, sans exception. Le chômage a augmenté dans des proportions spectaculaires. Tiens, on n'en entend pas beaucoup parler d'ailleurs, hein, du chômage. Oh, de temps en temps, comme ça, hop, petite information, une fois par mois. Tiens, il y a eu encore 30 000 chômeurs de plus, 20 000 chômeurs de plus, 15 000 chômeurs de plus. La situation de la protection sociale n'a eu de cesse de baisser. Vous avez remarqué tous que plus on paye d'impôts, moins on a quelque chose en face. Plus on paye de taxes locales, d'impôts locaux, d'impôts nationaux, moins on a des services de qualité. Moins de médicaments remboursés, moins de santé de bonne qualité, moins d'écoles, moins de tribunaux. On a supprimé les tribunaux d'instance, on regroupe des écoles, on ferme des maternités, on ferme des casernes, on a de moins en moins de policiers, on a de moins en moins de gendarmes, on a de moins en moins de justice, elle est de plus en plus chère, elle est de plus en plus lente, etc., etc. Le coût des services, entre guillemets, publics ne cesse d'augmenter. Le prix du billet de train, le prix de l'eau, le prix du gaz, le prix de l'électricité. Et le prix de l'essence.
que vous proposez une solution, on vous dit c'est impossible. Vous n'avez d'ailleurs même pas terminé la phrase que des gens vous disent c'est impossible. C'est impossible, on ne peut rien changer. Ben si, on peut changer. On peut changer, et moi je vais vous faire une proposition immédiate que j'ai faite déjà pour l'essence, par exemple, il y a plus d'un an. Il y a plus d'un an. Baisse de 20% de la taxe sur le pétrole. Parce qu'on ne nous raconte pas de coûts quand même. Quand 60% en moyenne du prix du litre à la pompe, c'est des impôts qui vont dans la poche de l'État, il y a quand même a priori moyen de faire quelque chose. Ah, bon. Alors, on me dit, ah oui, mais vous comprenez, ça va faire un manque à gagner pour l'État. Ben oui, c'est ça. Et donc on va surtaxer les grandes entreprises pétrolières et gazières. Parce que quand Total fait 12 milliards de bénéfices, 12 milliards, sans payer d'impôts en France, permettez-moi. Hein, parce que décidément, nous sommes des vaches à lait jusqu'au bout quand même. Hein. Bon. Eh bien, la proposition que j'ai faite il y a plus d'un an a été appliquée immédiatement, quelques semaines plus tard en Grande-Bretagne. C'est donc que ce n'est pas impossible. Mais encore faut-il avoir la volonté de le faire. Mais nos dirigeants, ils sont de quel côté, chers amis? Parce qu'à un moment donné, quand, pour le peuple, c'est jamais possible. Mais pour les grandes multinationales, c'est toujours possible. Quand, pour le peuple, c'est jamais possible. Mais que pour les banques, c'est toujours possible. C'est tout simplement que ceux qui nous dirigent ne sont pas les représentants du peuple. Ils sont les représentants des multinationales, des banques et des marchés. C'est aussi simple que cela. Alors, on essaye de m'enfermer dans le système. Oh, j'ai bien vu, je ne suis pas complètement stupide. Je propose une grande réforme. Mais c'est plus qu'une réforme, c'est un changement radical du modèle économique qui a été fabriqué et imposé aux Français. Alors, je vois bien que pour essayer de me décrédibiliser, parce que le système gère mal, mais quand même se défend bien, on va m'interroger sur la micro-mesure, mais avec la mécanique des fluides, pour démontrer que ce que je dis, c'est absolument pas crédible. Mais on m'oblige à répondre en tenant compte de leur système. Mais je ne veux plus de leur système. Je combats leur système. Je lutte contre leur système. On me dit, mais vous vous rendez compte, Madame Le Pen, est-ce que vous vous rendez compte, si jamais vous appliquez ce que vous voulez appliquer, les marchés financiers vont augmenter leur taux d'intérêt. Mais je m'en moque, je ne passerai plus par les marchés financiers, moi. Je passerai par la Banque de France. Je m'en moque. Je vais déprivatiser l'argent public. Ils ont privatisé l'argent public. Je vais le déprivatiser. Je vais nationaliser l'argent public, en quelque sorte. Alors, les entreprises privées continueront à aller emprunter sur les marchés financiers, continueront à aller emprunter auprès des banques. Tout ça est un système parfaitement légitime. Mais l'État français, lui, il empruntera auprès de la Banque de France. Et il empruntera à taux d'intérêt 0. Parce que tant que les Français n'auront pas compris le hold-up extraordinaire, c'est même pas le hold-up du siècle, c'est le hold-up du millénaire dont ils ont été victimes. Lorsque droite et gauche confondues, main dans la main, ont décidé en 1973 d'interdire à la Banque de France de prêter au Trésor sans intérêt, tant qu'ils ne comprendront pas que c'est la raison primordiale de la situation d'endettement terrifiante dans laquelle nous sommes aujourd'hui, tant qu'ils ne comprendront pas, et je le répétais parce que je me suis promis de le faire,
à chacune de mes interventions que nous avons versé 1400 milliards d'intérêts au marché financier depuis 40 ans, alors que nous avons mis 700 milliards d'euros de dette. C'est-à-dire que s'ils n'avaient pas fait cela, si nous étions restés dans la situation antérieure à 1973, où l'argent servait à financer les investissements, mais nous n'allons pas payer, nous ne payions pas d'intérêt à l'époque. On ne payait pas d'intérêt sur la construction des hôpitaux. On ne payait pas d'intérêt sur la construction des autoroutes. Nous étions en quelque sorte en circuit fermé parce que nous investissions pour nous-mêmes et pour nos enfants. Eh bien, si cette situation n'avait pas changé en 1973, nous aurions aujourd'hui 300 milliards d'euros de dette en euros constants. C'est rien. C'est dérisoire, 300 milliards d'euros de dette. Mais nous avons 1700 milliards d'euros de dette. Et aujourd'hui, le remboursement des intérêts de la dette est en passe de devenir le premier budget de l'État. Est-ce que vous imaginez que le premier budget de notre État, c'est de donner des intérêts au marché financier, qui, avec la complicité de nos dirigeants, a encore une fois organisé le plus grand hold-up du millénaire de la fortune et de la richesse créée par les Français. Alors oui, je ne veux plus de leur système. Je veux changer le modèle économique. Je ne veux plus du libre-échange qui fait que nos marins-pêcheurs sont en train de mourir la bouche ouverte parce qu'ils sont en concurrence avec des pêcheurs, des nations qui, elles, ne sont pas soumises ni à des quotas, ni à des temps de pêche. Je ne me soumettrai pas à leur système du libre-échange qui fait que nos agriculteurs sont en train de mourir, que les exploitations familiales ferment les unes après les autres. Je vous sortirai de ce système du libre-échange qui jette des milliers d'ouvriers dans la rue parce qu'il est tellement plus simple d'aller délocaliser pour faire un profit maximum dans des pays à très bas coût où les salaires sont à 30, 150 ou même 200 € par mois, où il n'y a pas de protection sociale, où il n'y a pas de règles de sécurité, où il n'y a pas de règles environnementales, où les ouvriers ne sont pas protégés dans le travail qu'ils font, où on fait bosser les gamins de 5 ans. On délocalise, du coup on ferme. On ferme les entreprises en France, on jette les Français au chômage, et puis on part faire des profits ailleurs. Et puis quand on ne peut pas faire délocaliser, parce qu'il y a des choses, c'est difficile à délocaliser. Vous voyez, les fabrications d'immeubles, par exemple, la construction d'immeubles, c'est pas simple. Ça, ils ne vont pas construire l'immeuble, ils n'ont pas encore inventé ça, de construire l'immeuble au Bangladesh pour le ramener en France. Mais c'est pas grave. Ils ont inventé un concept tout aussi efficace. Ils ont inventé la délocalisation sur place. La délocalisation sur place, ça consiste à faire venir l'immigration. Si on ne peut pas aller aux bas salaires, on va faire venir les bas salaires en France. Alors, au début, dans les années 70, ils ont fait ça pour le travail manuel. Les ouvriers sans qualification. Ils sont allés en chercher des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers. Le père et le grand-père de Mme Parizeau, d'ailleurs, la présidente du MEDEF, qui avait une usine de meubles, a fait venir, à une époque, des Marocains par charter entier pour venir travailler dans ces usines. Mais, comme beaucoup d'autres, M. Bouygues nous expliquait à l'époque que c'était extraordinaire. Cette masse de travailleurs à bas coût était, soi-disant, une chance. Une chance pour qui? Une chance pour lui, mais pas pour les Français, en l'occurrence. Et puis, après, ils se sont dit, mais
Ça marche tellement bien, dis donc. L'immigration pour peser à la baisse sur les salaires, c'est quand même ultra efficace. Bah oui, parce que le marché du travail, comme son nom l'indique, c'est un marché. C'est l'offre et la demande. Plus il y a de chômeurs dans un pays, plus il y a de gens qui sont prêts à travailler pour le minimum, ben plus les salaires baissent. C'est le principe de l'offre et de la demande. Quand il n'y a pas du tout de chômage dans un pays, ça a été le cas d'ailleurs à un moment donné aux États-Unis, il n'y avait plus assez de force de travail. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Les salaires sont remontés. Parce que c'est l'offre et la demande. Ça a tellement bien marché, l'écrasement des salaires, grâce à l'utilisation des masses immigrées à bas coût, qui se sont dit, mais pourquoi se limiter au travail manuel? Pourquoi se limiter aux emplois sans qualification? Faisons-le aussi pour les emplois qualifiés. Et c'est exactement ce qu'ils ont commencé à faire dans les années 80. Et là, ça n'était plus uniquement des ouvriers que l'on faisait venir dans le bâtiment ou des cuisiniers dans la restauration. Ça ont été des infirmières, des ingénieurs, des médecins, etc., etc., etc. Et puis, ils ont commencé à délocaliser les prestations de services aussi. Ils se sont dit, mais pourquoi en rester là, la délocalisation de la production, de la fabrication? Pourquoi ne pas délocaliser la comptabilité? Après tout, les Indiens savent aussi bien compter que nous, c'est vrai. Et ils ont commencé à délocaliser les prestations de services. Comptabilité, informatique, etc., call center. C'est comme ça que quand vous appelez pour savoir, pour avoir une adresse, vous tombez sur quelqu'un qui est de l'autre côté des rives de la Méditerranée qui vous explique où est le boulevard Malesherbes à Paris, quoi. C'est pas toujours très précis d'ailleurs comme renseignement au passage. Bon. Mais à force de faire tout ça, bah, les Français en ont subi mais directement la conséquence. C'est que nous sommes aujourd'hui à officiellement près de 10% de chômeurs. En réalité, il y a 5 millions de chômeurs dans notre pays. Mais 5 millions, mes chers amis, permettez-moi, 5 millions de chômeurs sur la population chômable. Combien ça fait de pourcentage? Parce que il y a dans notre pays les fonctionnaires qui n'ont pas de risque de chômage. Donc si on retire ces fonctionnaires qui n'ont pas de risque de chômage et que l'on applique ce chiffre de 5% à la population qui peut être au chômage, mais on arrive à des taux de chômage de près de 20%. Évidemment, c'est considérable. Et on comprend mieux pourquoi tous, on connaît des gens qui sont au chômage, dans nos familles, dans nos amis. Jusqu'où ça va aller, ça? Jusqu'où allons-nous accepter cette situation? Alors, quand vous avez fait ce bilan-là, quand vous avez fait ce constat, quand vous avez compris quelle était la nature de la maladie, qu'est-ce que vous faites? Vous proposez des remèdes. Et les remèdes que je propose sont les seuls, mes chers amis, susceptibles de mettre fin à cette situation. Ces remèdes, ils consistent à reprendre le pouvoir, ils consistent à reprendre notre souveraineté et d'abord à reprendre la maîtrise de nos frontières. Oui, nous allons décider demain, nous, peuple français, seul, souverain, légitime, nous allons décider si nous acceptons qu'un tel ou un tel entre chez nous. Nous allons lui expliquer que parce que nous avons une haute idée de la solidarité nationale, nous allons réserver les aides sociales parce que ce sont le fruit de sacrifices des Français qui travaillent d'abord aux nôtres, d'abord à nos compatriotes. Nous allons leur expliquer très tranquillement, très franchement, très honnêtement, que s'ils veulent venir dans notre pays,
Eh bien, d'abord, économiquement, ils devront subvenir à leurs propres besoins, car nous ne pouvons plus le faire pour eux. Nous leur dirons très simplement, très franchement, que nous avons 8 millions de pauvres dans notre pays et que c'est à eux que doit aller d'abord notre charité. Et puis nous leur rappellerons à tous la règle du jeu. À Rome, fais comme les Romains. Lorsque l'on vient dans un pays, lorsque nous allons, nous, dans un pays étranger, parce que nous sommes des gens respectueux des cultures, des traditions, des mœurs, des modes de vie, lorsque nous allons, comme touristes, ou travailler, ça a pu arriver à un certain nombre d'entre nous, quand nous allons à l'étranger, nous nous soumettons aux règles, aux lois, aux mœurs, aux codes du pays dans lequel nous allons. Ça ne nous viendrait pas à l'esprit d'aller brutaliser, bousculer ou même risquer de choquer le peuple chez qui nous allons en ne respectant pas ce qu'il est et la manière dont il vit. Eh bien, nous demandons qu'il en soit de même pour nous. Mais ça n'est pas ce qui s'est passé depuis 30 ans. C'est le moins qu'on puisse dire. Et ça, c'est la deuxième dictature que nous avons eu à subir avec la complicité de nos dirigeants. C'est ce que j'ai appelé la dictature des minorités. En France, en toutes circonstances aujourd'hui, vous avez plus de droits si vous faites partie de la minorité que si vous faites partie de la majorité. Un certain nombre de groupes, dont j'en conclus qu'ils sont politico-religieux, c'est-à-dire qu'en réalité ils portent en eux une véritable politique, ont décidé, depuis déjà quelques années, de faire un bras de fer avec l'État français. Bon, le problème c'est qu'en face d'eux, ils ont trouvé des tout mous des bras. Alors ça n'a pas été très difficile. Ça a fait comme ça, clac! On a commencé à se soumettre à des revendications permanentes. Il fallait qu'on accepte des habillements qui nous choquaient, qui choquaient notre esprit laïque. Nous avons été obligés de nous soumettre à des mœurs, des modes de vie qui nous étaient étrangers, qui nous heurtaient. Et puis les revendications se sont multipliées. Des spécificités de nourriture dans les écoles, dans les hôpitaux. Le refus d'être soigné par un tel ou par un tel, des horaires séparés entre les femmes et les hommes, des enfants qui refusaient de se laver après le sport parce que il semblerait que leur conscience religieuse leur interdisait de se laver après le sport. Et puis, on a commencé à revendiquer sur le contenu des manuels scolaires. Il ne fallait plus parler des uns ou des autres parce que ça les choquait. Il fallait faire l'impasse sur des pans entiers de notre histoire nationale, parce que ça choquait, semble-t-il, quelques-uns qui étaient arrivés depuis peu. On n'emmenait plus les enfants visiter les cathédrales parce qu'il y avait des réclamations. Et puis, on n'abordait plus l'apprentissage ou l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah parce que ça choquait, semble-t-il, un certain nombre qui étaient arrivés il y a peu.
Je vous parle même pas de Charles Martel. Hein, parce que... Je crois que lui, il a été le premier à sauter. Et tout ça avec la bénédiction, si je puis me permettre la formule, de nos gouvernants. Et puis parce que, quand on est soumis, on fait du zèle. Nos gouvernants de droite comme de gauche, et je le dis bien, de droite comme de gauche, sont allés encore plus loin que cela. Ils ont supprimé de l'apprentissage de notre histoire toutes les figures, enfin une grande partie des figures, qui permettent à nos enfants de comprendre pourquoi nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Pourquoi le fonctionnement de notre société est tel qu'elle est aujourd'hui. Pourquoi nos institutions sont ce qu'elles sont. Pourquoi notre organisation politique. Pourquoi la démocratie. Pourquoi cette organisation administrative. Ils ont supprimé Henri IV. Ils ont supprimé Napoléon Bonaparte. Ils ont supprimé Clovis. Mais oui. Et ils l'ont remplacé, au choix, par l'histoire du Mali ou l'apprentissage de l'état du monomotapa. On en arrive aujourd'hui, je ne sais pas, c'est presque la mère qui vous parle, mais on en arrive aujourd'hui à s'apercevoir, nous parents, que sous prétexte de non-discrimination, nos enfants finissent par apprendre l'histoire de l'islam avant d'apprendre l'histoire de la chrétienté. Et des Français envisagent encore de voter pour cela. Mais, mes chers amis, ces revendications dont je vous parle sont bien plus graves et sont allées aujourd'hui bien plus loin que beaucoup de nos compatriotes ne l'imaginent. La réalité, c'est que les Français ne connaissent que la part émergée de l'iceberg. Est-ce que l'on sait qu'en 2008, il y avait tellement de mariages forcés dans notre pays? Le mariage forcé, c'est le truc du Moyen-Âge, quoi. Il y avait tellement de mariages forcés dans notre pays, 70 000 selon les associations qui se chargent de cela, que nous avons été, enfin, qu'ils se sont sentis contraints, nos dirigeants, non pas de mettre ceux qui procédaient au mariage forcé en tôle, non pas de virer ceux qui, étrangers sur notre territoire, effectuaient ces mariages forcés, mais de changer la loi française. Et c'est ainsi que l'âge du mariage pour les filles est passé de 15 ans à 18 ans pour lutter contre une tradition qui nous était complètement étrangère depuis, permettez-moi quand même, un certain temps. Et personne ne le sait. On apprend aujourd'hui, grâce à Marine Le Pen, parce qu'elle est là aussi pour lever les tabous, je suis désolé, mais... Parce que si je ne suis pas là pour dire la vérité, on vous la cachera, que plus de 50% de la viande qui est distribuée en France est de la viande abattue selon le rite halal ou kasher. Mais ça fait combien de temps que ça dure? Depuis combien de temps nous autres mangeons de la viande halal sans le savoir? Depuis combien de temps
on viole la loi française qui impose d'ailleurs, sans exception, l'étourdissement des animaux avant leur abattage. Depuis combien de temps nous impose-t-on de manger de la viande d'animaux qui souffrent le martyre? Depuis combien de temps, en achetant de la viande, nous payons, semble-t-il, une taxe religieuse pour financer les mosquées? Alors que nous sommes dans un pays laïque? Depuis combien de temps est-ce que l'on nous maintient dans l'opacité et le mensonge sur ce que nous consommons, alors que les Verts nous avaient fait un cinéma incroyable sur la traçabilité? Il fallait qu'on sache tout, hein. Encore une fois, nous devions tout savoir. Comment s'appelait le cochon, s'il était né par césarienne, comment s'appelait sa mère, par où il était passé, où il avait été tué, etc., etc. Mais savoir si on mangeait de la viande halal ou pas, ça, on comptait pas nous le dire. Eh bien, écoutez, voilà. Lorsque j'ai soulevé ce qui m'apparaît comme un véritable scandale, d'autant, mes chers amis, qu'il y a quand même un sujet qui n'a même pas eu le temps d'être évoqué, tellement cette affaire a été étouffée à la vitesse grand V, c'est le problème sanitaire. Et ce problème-là est peut-être, même si les trois autres sont extrêmement graves, mais peut-être est-il encore plus grave que les autres. L'ensemble des services vétérinaires. Un rapport de l'Union européenne, deux rapports, pardon, de l'Union européenne. Un rapport de la Cour des comptes de 2008 évoque les dangers très importants de ce type d'abattage sur la sécurité alimentaire de la viande. Et ça aussi, ça a été barboté. Ça aussi, on l'a caché aux Français. Mais je vous signale que ce risque de contamination par la bactérie E. coli a fait, je crois, 48 morts en Europe dans les dernières années. Alors, est-ce qu'on va continuer à nous cacher cela? Ou est-ce qu'on va enfin prendre les mesures pour protéger dans notre pays, en même temps, la laïcité, l'information des consommateurs, lutter contre la souffrance animale et protéger les consommateurs sur le plan de leur sécurité alimentaire? Nicolas Sarkozy, quand j'ai parlé de cela, a commencé par faire, tout ce qu'il commence par faire d'ailleurs, à chaque fois je dis quelque chose. Comment pouvez-vous dire une chose pareille? C'est faux! Je connais parce qu'ils avaient fait la même chose pour les prières de rue. J'avais dit un truc scandaleux, c'était honteux, ils sont tous montés, hein. Toutes les belles âmes, les moralisateurs de tout poil étaient montés pour condamner Marine Le Pen qui avait dénoncé la vérité. Et puis après... Deuxième étape, on dit oui, bon, c'est pas totalement faux, mais c'est pas vraiment ça. Et troisième étape, on étouffe. Clac! On met au placard et on ferme à double tour. Ça a été le cas pour les prières de rue. C'est limite si les Français savent encore qu'il y a autant de prières de rue aujourd'hui qu'il n'y en avait quand j'en ai parlé il y a plusieurs mois. Ils ont donné... Vous savez, ils réagissent en politique, ces responsables politiques réagissent exactement comme les petits voyous que je voyais au tribunal correctionnel quand j'étais avocat. C'est exactement les mêmes techniques de défense en haut et en bas. Premièrement, c'est pas vrai. Deuxièmement, c'est pas moi. Troisièmement, c'est pas grave. Et toujours, c'est vrai, c'est eux et c'est grave.
Le problème, c'est que ceux qui sont devant le tribunal correctionnel, s'ils voient tomber la sanction, enfin de moins en moins, mais enfin une fois de temps en temps quand même, ceux qui sont en haut, ils ne voient jamais tomber la sanction. Parce que leur juge en haut, c'est vous. Et si vous, à un moment donné, vous n'appliquez pas à leur égard la même fermeté que vous attendez des tribunaux à l'égard de ceux qui ne respectent pas les règles, eh bien, ils continueront. Et je vais même vous dire une chose plus grave que celle-là. Votre responsabilité est encore plus grande. C'est que si ils mentent, ils détournent, comme c'est le cas dans les Bouches-du-Rhône, dans l'Hérault, dans le Pas-de-Calais, comme, je vous rappelle quand même que M. Woerth a été mis en examen. Bon, mais ça, c'est rien. Hein. C'est pas grave. C'est pas grave. Si vous ne les sanctionnez pas, non seulement ça va continuer, mais ce sera une véritable incitation à ce que ça continue. Ce sera une véritable incitation à ce que ça s'aggrave. Si dans notre pays, le comportement de nos dirigeants politiques s'est aggravé depuis des années, c'est parce qu'ils ont le sentiment de l'impunité totale. Et si vous croyez, Français, que pour sanctionner la droite, vous allez mettre la gauche, pour sanctionner la gauche, vous allez mettre la droite, pour sanctionner la droite, vous allez mettre la gauche, la gauche, si vous croyez qu'ils considèrent ça comme une sanction, c'est que vous n'avez rien compris à leur système. Parce que leur système n'est pas un système qui se divise entre la droite et la gauche. Leur système, il est homogène. Il est droite et gauche ensemble. Et c'est pour ça, mes amis, que c'est droite et gauche ensemble contre lequel il faut voter. Mais c'est exactement ça, l'UMPS. Et voyez, ils recommencent. Ils sont en train de mener une entreprise qui consiste à embrouiller la campagne présidentielle en multipliant, mais du grand n'importe quoi. Hein. L'important, c'est pas ce qu'ils disent, c'est la rapidité avec laquelle ils le disent. Et là, depuis 10 jours, je sais pas, il y a 6 mesures par jour, quoi. Et on lance des trucs comme ça. Hop, 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 hop. Et les Français sont comme ça en train d'essayer de jouer. Et les balles tombées, on ne sait pas où c'est. Le problème, mes amis, c'est que ça, c'est pas de la politique, ça, c'est du cirque. Et puis pendant que les Français sont en train d'essayer de rattraper les balles, eh bien, ils ne voient pas que le dirigeant politique UMPS, en réalité, détourne leur attention des choses les plus importantes et les plus graves. Les grands sujets ne sont pas abordés dans cette élection, volontairement. Notre souveraineté, l'avancée du fédéralisme européen, les plans de renflouement qu'on nous impose en allant chercher dans vos poches l'argent que vous avez tellement de mal à gagner pour le verser dans le tonneau des Danaïdes, de la Grèce, du Portugal, de l'Irlande et demain de l'Espagne. Ils vous détournent de l'essentiel qui est la situation dans notre pays des classes moyennes, la situation des très petites entreprises, des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries qui sont en train de mourir pendant qu'ils discutent des multinationales. Ils font joujou. Ça fait 10 jours qu'on est sur un qui dit oh, 75%, etc., pour ceux qui gagnent plus d'1 million par an, et puis à l'autre, oui, et puis les exilés fiscaux. Mais ils nous parlent de combien de personnes? Non mais je veux dire, est-ce que c'est ça qui va, honnêtement, est-ce que vous croyez sincèrement qu'on n'est pas en train de vous mener en bateau? Est-ce que c'est ça qui va régler nos problèmes? Est-ce que c'est ça qui va régler le problème de l'immigration? Est-ce que c'est ça qui va régler le problème de l'insécurité? Est-ce que c'est ça qui va régler le problème de notre liberté perdue? Alors, est-ce que c'est ça qui va donner de l'emploi à nos enfants? Est-ce que c'est ça qui va faire de notre école de la République à nouveau le creuset dans lequel nos enfants s'élevaient, se redressaient,
apprenez. Mais évidemment que non. Vous voyez bien qu'ils sont en train d'amuser la galerie. Et puis quand viendra le moment où on leur dira « Mais vous n'avez pas parlé des choses essentielles », ils diront « Ah, trop tard !» Trop tard, l'élection c'est demain. On en parlera la prochaine fois. La proportionnelle, la prochaine fois. La démocratie, la prochaine fois. La moralisation de la vie publique, la prochaine fois. Tout repoussé plus tard. Et pendant ce temps-là, on perd du temps. Et pendant ce temps-là, on est en train de nous vider, de vider notre pays de son sang. Notre organisme s'affaiblit. Notre organisme national se dissout. Ce qui fait, ce qui est notre bien, notre territoire, notre famille, notre peuple, est en train, mes chers amis, de se dissoudre. Alors, vous savez, ils me méprisent parce qu'ils vous méprisent. Ils m'écartent parce qu'ils vous écartent. Et en cherchant à m'écarter, c'est l'ensemble du peuple français et des intérêts du peuple français qu'ils essayent d'écarter du débat. Alors, pour l'ensemble de la France, le projet qui est le mien est un projet patriote, résolument. C'est un projet national contre le mondialisme, contre l'effacement, contre la dilution. C'est un projet de préservation de notre patrimoine. Parce que moi, je me sens obligé de transmettre ce patrimoine à mes enfants sans l'avoir dénaturé et sans l'avoir affaibli. Et c'est notre responsabilité à tous. C'est un projet de retour de la liberté, de la responsabilité. C'est un projet où l'État est là pour soutenir, pour aider, pour arbitrer, pour organiser. Pas un État qui est là pour taper, comme il le fait trop souvent, ou pour se mettre à quatre pattes devant d'autres, comme il le fait trop souvent également. Retrouver notre souveraineté, retrouver un État qui soit capable d'assurer la justice, c'est-à-dire l'égalité entre les citoyens. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des régions pauvres et des régions riches. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des régions où il y ait des services publics et des régions où il n'y en a plus. Il n'y a pas de raison que des territoires se désertifient et que l'ensemble des moyens soient concentrés sur des grandes mégapoles. Il n'y a pas de raison que chacun ne paie pas au même prix les services auxquels il a accès. Il n'y a pas de raison que certains puissent se transporter facilement et d'autres ne puissent plus se transporter facilement. Il n'y a pas de raison que la Corse ne se voit pas offrir une véritable continuité territoriale, parce que ça aussi, c'est le sens de notre République. Mais il n'y a pas de raison non plus que la Corse soit victime de sa beauté. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec la spéculation, et notamment la spéculation immobilière, vous êtes victime. Si je puis me permettre, je préférerais qu'on s'en occupe a priori plutôt qu'a posteriori. Là, vous êtes victime de la beauté de l'île. Et il faut évidemment s'en protéger. Et si pour cela, il faut qu'il y ait quelques exceptions, parce que l'insularité, parce que c'est une île, et parce qu'elle est victime peut-être d'un plus grand risque encore que d'autres sur la spéculation immobilière, eh bien il faut le faire. Et moi je trouve absurde que les arrêtés Millau aient été supprimés. Par exemple. Mes amis, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que tous les Français en terre de France se sentent égaux dans l'accès aux services, dans l'accès à leurs droits. Mais ces droits seront, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, réservés aux Français. Aujourd'hui, je pense que les Français doivent avoir conscience qu'ils ont un avantage et une chance à être Français
en France. Et je n'ai pas le sentiment que ce soit le cas, parce que bien souvent, ils ont le sentiment d'être moins bien traités dans leur propre pays que ne le sont ceux qui viennent d'y arriver. Je voudrais maintenant, et en clôture de ce discours, m'adresser à l'âme des Corses. À ce peuple de Corse qui sait encore préserver des valeurs ancestrales, mais qui sont aussi les valeurs primordiales de notre civilisation. À ce peuple français, corse, qui, lui, n'a pas oublié l'importance et la valeur fondamentale de la famille, qui, lui, au quotidien, applique cette valeur de solidarité qui n'est après tout que du bon sens et qui n'a pas besoin souvent d'être inscrit dans la loi, comme le démontre d'ailleurs la solidarité des Corses avec les Corses. À ce peuple de Corse qui a su préserver sa forte identité, l'empêchant ainsi, mais pour combien de temps encore, de sombrer dans une uniformisation culturelle mondialiste, encouragée par ceux qui prétendent être nos élites intellectuelles, par l'oligarchie dont je vous parlais tout à l'heure. Je voudrais aussi m'adresser à ceux qui ont pensé que la France était leur ennemi et qui se sont lancés dans un combat fait de déchirement et malheureusement de deuil. Je leur dis que tout en réprouvant la violence, viscéralement, je peux comprendre que la déception envers l'État ait pu à un moment donné les détourner du patriotisme national. Mais c'est une erreur. Comme tous les Français, vous avez été les témoins impuissants de la disparition inéluctable des valeurs qui ont fait la France et des valeurs qui font la Corse. Disparition programmée, encouragée, mise en œuvre, d'ailleurs par les gouvernements depuis 1968. Mais ce repli sur sa terre, ce n'est pas un repli sur soi-même. Non. Quand tout s'effondre autour de soi, le réflexe naturel est de sauvegarder ce qu'il y a de plus précieux pour nous. Notre culture, nos valeurs ancestrales, l'envie de les transmettre à nos enfants et de perpétuer ainsi notre histoire. Je vous dis aujourd'hui qu'à travers la préservation de la langue et de la culture corse, la Corse est entrée en résistance contre la culture mondialiste prônée par une élite qui méprise les us et coutumes de nos terroirs. Mais je voudrais dire aussi à tous les Corses, à toutes les Corses, à ces femmes et à ces hommes que la France aime tous ses enfants. Je leur dis aussi, nous allons vous aider à construire votre région, à donner de l'emploi à vos enfants, mais aidez-nous à construire notre destin commun. C'est la raison pour laquelle c'est ici, parce qu'il y a une résonance particulière, ici en Corse, que j'annonce, sur cette terre chargée d'histoire que je réunirai dans chaque région française, des commissions d'universitaires et d'historiens afin qu'au terme de leurs travaux, les programmes d'enseignement incluent obligatoirement l'apprentissage de l'histoire aussi du territoire dans lequel on vit, où on a choisi de vivre. Je vous dis aussi que je créerai un Institut national de préservation du patrimoine qui sera chargé de recenser et de préserver la mémoire de nos terroirs dans tous ses aspects, culturels, historiques, coutumiers, linguistiques.
Car, mes amis, la vraie diversité de la France, c'est celle-là. C'est la diversité de ses régions et de ses coutumes. C'est cette diversité qui enrichit l'âme de la France et qui cimente justement l'unité de la patrie commune. Fils de France et de Corse, filles de France et de Corse, on ne vous demande pas de choisir entre l'un et l'autre. Ceux qui le font veulent faire de vous des orphelins. Votre cœur est assez grand pour y loger père et mère. Et si père et mère se bagarrent, c'est vous qui en souffrirez. Français et Corse, voilà ce que vous êtes. Et l'immense enjeu de demain est de se battre pour l'un et pour l'autre, pour que vous restiez vous-même. Vive la Corse, vive la France!